Bonsoir. Ottawa veut assouplir le code criminel afin d'être plus clément envers certains utilisateurs de drogue. Le spécialiste en criminologie Erwin Waller analyse ce changement d'approche du gouvernement Trudeau. Tous les juges de la Cour suprême, bientôt obligatoirement bilingues, Ottawa y songerait. Avec la politologue Stéphanie Chouinard, on met la table à la réforme de la loi sur les langues officielles. La modernisation de la loi sur la protection du français, le projet de loi sur le contrôle des armes à feu, la reprise de la cadence dans les livraisons de vaccins, l'analyse des dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ottawa va modifier le code criminel afin d'être plus clément face à la possession simple de drogue. L'objectif est d'inciter les procureurs à envisager d'autres mesures que les accusations, comme par exemple des traitements contre la toxicomanie. Le gouvernement Trudeau va aussi abroger les peines minimales obligatoires, dont celles concernant les drogues. Il veut aussi encourager les recours aux ordonnances avec sursis lorsqu'un individu ne représente pas de risque pour la société. En conférence de presse ce midi, le ministre de la Justice, David Lametti, a dénoncé les politiques mises en place par le précédent gouvernement conservateur. On ne peut pas argumenter avec les faits en ce qui concerne les politiques des conservateurs. Les faits sont clairs. C'est une approche qui ne protège pas les communautés, qui ne décourage pas le crime et qui ne rend pas notre système de justice plus efficace ou plus juste. C'est une approche qui a seulement réussi à faire enfermer trop de personnes autochtones et de Canadiens noirs et marginalisés. C'est une approche qui ne fonctionne pas. Erwin Waller est professeur en criminologie à l'Université d'Ottawa et une sommité mondiale en matière d'alternatives à l'emprisonnement. Bonjour, professeur Waller. Bonjour. On assiste donc à un changement de culture. C'est un changement d'approche pour le Canada. Au lieu de peine de prison, on parle maintenant de traitement en toxicomanie. Je vous demanderais d'abord à quoi on peut s'attendre comme impact de cette nouvelle approche. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous? Je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est un pas dans la bonne direction. Ça suit un peu les réussites de la politique au Portugal il y a 20 ans, de déjudicialiser et les problèmes de drogue, surtout les utilisateurs de drogue, ça va dans la bonne direction. Bon, on sait qu'il y a une crise des opioïdes un peu partout au Canada, surtout dans l'Ouest canadien. Le gouvernement Trudeau affirme que son annonce d'aujourd'hui pourrait réduire le nombre de morts en permettant de soigner au lieu d'emprisonner les toxicomanes. Est-ce que ça vous semble crédible? Mais c'est crédible dans le sens que les provinces investissent dans le traitement de la drogue. D'éviter l'utilisation d'incarcération n'est pas la même chose de mieux investir dans la prévention des problèmes d'opioïdes. Pour les deux. Sur la population carcérale au pays, à l'heure actuelle, les Autochtones représentent 5 de la population canadienne, mais 30 de la population carcérale. Les Afro-Canadiens représentent 3 de la population canadienne, mais 9 des détenus. Est-ce que ces nouvelles mesures pourraient réduire ces proportions? Parce que quand même, c'est assez étonnant quand on regarde les chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je crois que les chiffres sont choquants et j'ai pas fort confiance que ces mesures vont régler ces problèmes. C'est la prévention, c'est un investissement dans les actions qui vont prévenir la violence. Les Autochtones, par exemple, sont 6 fois plus probables d'être des victimes d'homicide que les non-autochtones et on a plus ou moins le même chiffre à Toronto pour les Noirs. Mais on sait comment prévenir cette violence et c'est un investissement adéquat dans les actions qui ont fait les preuves qui vont le diminuer. Cette loi parle d'une attente des juges d'employer les preuves. Mais c'est beaucoup plus important que les maires des villes commencent à investir dans les actions qui vont diminuer cette violence. On sait exactement
comment investir, mais les maires ne le font pas. Et les maires ont besoin de l'aide du fédéral pour investir d'une manière suffisante. Donc, dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est insuffisant. Exactement. Les libéraux ont annoncé dans la dernière élection 50 millions pour aider les villes à attaquer aux causes de la violence avec les armes de poing. Et ça, c'est la raison principale qu'il y a une surpopulation des Noirs dans le système fédéral. C'est pas des peines minimales qui sont la raison. Et 50 millions, c'est une goutte d'eau. Il faut beaucoup plus. Le fédéral dépense, je ne sais pas exactement, 5 milliards, 6 milliards de dollars en réaction. Et il faut l'équivalent de 10% de ça investir, attaquer aux causes de la violence qui impacte d'une manière grave sur les Noirs et sur les Autochtones. Ouais. J'aimerais vous entendre maintenant, professeur Waller, sur la volonté du gouvernement Trudeau de faire plus de place à la justice réparatrice et à des tribunaux spécialisés en traitement de la toxicomanie. Expliquez-nous comment ça fonctionne que ce genre de tribunal alternatif. Est-ce que c'est une bonne approche? Mais ça m'étonne qu'ils l'ont donné comme un argument. Sur le site web du ministère de la Sécurité publique, une évaluation des tribunaux de drogue donne très peu de diminution. Donc, pour moi, ça, c'est pas la solution. La justice réparatrice, c'est clair qu'on devrait investir là-dedans. C'est une manière de régler les problèmes de tout ordre entre les infracteurs et les victimes, avec en plus de régler les difficultés, le conflit, d'arriver à une solution de dédommagement. Et pour chaque dollar qu'on investit dans ce programme, on va épargner 6 ou 7 dollars dans les coûts de systèmes pénaux. Donc, ça va dans la bonne direction, mais on a besoin de beaucoup plus. Donc, et il faut qu'on attend de tous les paliers du gouvernement de connaître les preuves, les sciences scientifiques et de l'appliquer. C'est pas uniquement pour les juges. Donc, il y a encore beaucoup à faire, selon ce que vous nous dites, professeur Waller. Merci beaucoup de vos lumières. C'est très apprécié. Merci. Au revoir. On revient ce soir sur la modernisation de la loi sur les langues officielles au pays. Tout indique que c'est demain, vendredi, que la ministre Mélanie Joly va déposer sa réforme. On s'attend à ce qu'Ottawa propose, entre autres, d'ériger en politique officielle la nomination de juges bilingues à la Cour suprême du Canada. D'ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Trudeau n'a nommé que des juges capables d'entendre des causes dans les 2 langues officielles au plus haut tribunal du pays. Stéphanie Chouinard est politologue au Collège militaire royal du Canada à Kingston et s'intéresse de près au dossier qui touche les langues officielles. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mme Bégin. Des juges bilingues à la Cour suprême, ça fait des années en fait que des militants francophones en font la demande. Jusqu'à quel point cette annonce, si et quand elle sera confirmée, est importante? Est extrêmement importante. La question du bilinguisme à la Cour suprême, ça fait des années qu'on en parle. Ça a été le sujet d'un jeu de ping-pong politique dans les dernières années entre les conservateurs, les néo-démocrates et les libéraux. Et donc, c'est la seule cour au Canada de compétences fédérales où le bilinguisme n'est pas exigé. Donc, ce serait là un pas non seulement symbolique, mais un pas important dans le milieu de l'accès à la justice et d'un accès équitable à la justice dans les 2 langues officielles. Bon, le premier ministre Trudeau a interpellé encore mercredi aux communes les conservateurs à s'engager à ne nommer que des juges qui parlent français à la Cour suprême. Est-ce que cette initiative va être appuyée par les autres partis à la Chambre des communes, vous pensez? Et ça sera certainement appuyé par le Bloc québécois et d'après moi, ça sera aussi appuyé par les néo-démocrates. Ouais. C'était l'ancien député néo-démocrate Yvon Godin qui avait présenté projet de loi privé après projet de loi privé pour tenter de faire des juges de la Cour suprême des juges bilingues lorsqu'il était aux communes.
Et donc, la grande question, ce sera vraiment les conservateurs. Et hier, on a vu Erin O'Toole ne pas vouloir s'avancer sur cette question-là, contourner les questions du premier ministre. Donc, s'il y a un frein de ce côté-là, ce sera du côté des conservateurs. J'aimerais vous entendre maintenant sur la réforme de la loi sur les langues officielles de façon générale. Évidemment, c'est un gros dossier là, à Ottawa. Ça fait 50 ans que la loi n'a pas été, je dirais, dépoussiérée. La langue, on sait, c'est un dossier qui est délicat. Comment cette réforme pourra susciter l'appui des communautés francophones hors Québec, selon vous? Oui, c'est une question qui est importante parce que souvent, lorsqu'on parle de langues officielles et surtout de la protection du français, qui a été vraiment au cœur du discours sur la modernisation de la loi depuis cet automne, c'est que souvent, lorsqu'on veut tenter de plaire aux francophones hors Québec, on se retrouve à se mettre à dos le Québec. Et donc, c'est toujours un peu de trouver le juste milieu entre la protection du français au Québec sans nuire aux minorités francophones qui se retrouvent à l'extérieur dans d'autres provinces. Et donc, de ce qui a coulé jusqu'à maintenant concernant la modernisation de la loi, on voit que le gouvernement fédéral tente de trouver une solution mitoyenne, notamment du côté de la langue de travail dans les institutions à charte fédérale. Et donc, on veut tenter de répondre aux doléances du Québec sans aller toutefois aussi loin que le gouvernement Legault avait demandé dans la position que la ministre Lebel avait déposée il y a 2 semaines, mais en répondant quand même à certaines des inquiétudes par rapport au français comme langue de travail, mais en allant plus loin en disant dans certains territoires où les francophones sont majoritaires à l'extérieur du Québec, on pourrait aussi étendre ces nouvelles protections-là en faveur du français. Donc, de ce côté-là, je vous dirais qu'il y aura certainement un appui du côté des francophones hors Québec. Ouais. Pour ce qui est du Québec, parce qu'on le sait, le gouvernement Legault s'apprête lui aussi à présenter sa propre réforme de la loi 101 avec, vous en parlez, il y a un instance qui a filtré jusqu'à maintenant, parce que ça se parle beaucoup dans les médias, sur les 2 réformes. Est-ce que, à la lumière de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, ça vous semble conciliable, les réformes, celles du Québec, celles d'Ottawa? Et c'est certain que du point de vue des demandes du gouvernement Legault, ce qu'on demandait au fédéral, c'était finalement de transférer la compétence sur la langue du point de vue fédéral au gouvernement du Québec. Évidemment, le gouvernement fédéral ne va pas aussi loin, conserve ses compétences, mais en répondant quand même à certaines des doléances en matière de protection du français. Donc ça, ce que ça va vouloir dire, c'est que le gouvernement fédéral se garde aussi la possibilité de continuer à protéger la minorité anglo-québécoise. Et ça aurait été très, très surprenant qu'il laisse aller ce morceau-là de l'équation. Et ça va aussi plaire aux francophones hors Québec parce que, évidemment, la perspective d'avoir des provinces qui s'arrogent toutes les compétences linguistiques, tant du point de vue provincial que fédéral, dans certaines provinces hors Québec, ça faisait craindre le pire. Et donc, ce qu'on tente d'envoyer comme message ici, là, c'est que du point de vue des minorités de langue officielle, on conserve les acquis. Compte tenu du contexte actuel, je vous demanderais, quand on regarde ce qui se passe, autant du côté de Québec et de Ottawa, est-ce qu'on pourrait se diriger, vous pensez, vers un affrontement entre Québec et Ottawa qui pourrait éventuellement aboutir devant les tribunaux avec ces réformes sur la langue, les langues officielles et sur la loi 101? C'est une excellente question. Je pense que si le gouvernement fédéral avait acquiescé aux demandes de Québec vis-à-vis du transfert des compétences, là, on aurait certainement pu voir les tribunaux s'en mêler, notamment du point de vue de la minorité anglo-québécoise. Si le gouvernement fédéral était allé trop loin en matière d'asymétrie et s'il va trop loin dans ce fameux livre blanc là, que tout le monde attend d'ici à demain, il pourrait y avoir une contestation judiciaire en vertu de l'égalité des 2 langues officielles qu'on retrouve aussi dans la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc, c'est certain que le mystère plane encore là, sur l'ampleur de cette réforme-là. Jusqu'à maintenant, de ce qui a coulé depuis les derniers jours, on n'est pas sur un terrain qui, selon moi, serait contestable. Alors, la réponse, probablement vendredi, avec le dépôt de cette réforme du côté d'Ottawa. On aura certainement l'occasion de s'en reparler dans les prochains jours. Stéphanie Chouinard, politologue et spécialiste des dossiers qui touchent les langues officielles. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. La modernisation de la loi sur les langues officielles, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Conrad, que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Bonsoir. Bon, cette réforme, évidemment, c'est attendu depuis longtemps. Je vais commencer avec Conrad ce soir. Qu'est-ce qu'il faut, je vous demanderai absolument, trouver dans cette modernisation de la loi sur les langues officielles? La première chose, je crois que ça indique que la langue va être vraiment un sujet
de campagne électorale au Québec en 2021, s'il y a une élection cette année, et que les libéraux veulent absolument gagner plus de sièges au Québec parce que c'est la clé de la majorité. Ça indique aussi c'est une évolution dans la pensée de Justin Trudeau, peut-être à des fins politiques, mais on ne sait pas, parce que c'était le champion du bilinguisme officiel de son père et si on comprend bien, il a dit lui-même que si le Canada va rester bilingue, il faut absolument que le Québec soit d'abord et avant tout francophone et français. Et ça indique que le fédéral va pas dans la direction de l'asymétrie dans la loi sur les langues officielles pour reconnaître que le statut du français au Canada est plus menacé que le statut de l'anglais au Québec. Althia? Oui. Je vais aller tout de suite à Althia parce qu'on a plusieurs sujets. Vous vous attendez à quoi? Je suis d'accord avec tout ce que Conrad a dit. J'ajouterais que je pense que c'est aussi une bataille de juridiction. Je suis pas entièrement certaine que le projet de loi qu'on va voir vendredi ce serait la même chose s'il n'y avait pas eu cette menace du gouvernement du Québec d'assujettir les entreprises fédérales à la loi 101 au Québec, évidemment. Mais je pense que absolument, comme Conrad l'a dit, que c'est vraiment un enjeu électoral au Québec. Puis aussi, ça vient donner un autre peut-être point de démarcation entre les libéraux et les conservateurs, puisqu'on sait, je pense en fait que Joël Denis peut peut-être nous en dire plus, que le gouvernement fédéral aimerait aussi faire que ce soit plus qu'une politique de nommer des juges bilingues à la Cour suprême. Oui, parce que Joël Denis, je veux vous entendre justement sur cette obligation qu'on attend de nommer des juges bilingues à la Cour suprême. Bon, c'est vous qui parliez ce matin dans la presse que ça pourrait bloquer la nomination de juges autochtones. Est-ce que ça peut être une pilule difficile à avaler? En fait, la décision a été prise au cabinet, ça a été entériné par le cabinet, cette nouvelle politique. Donc, on va faire en sorte que tous les juges qui seront nommés à la Cour suprême du Canada maintenant, dorénavant, devront être bilingues dès leur entrée en fonction. Il n'y aura pas de juge unilingue comme c'était le cas dans le cas du juge Moldaver qui avait été nommé par le gouvernement de Stephen Harper lorsqu'il était au pouvoir. J'ai obtenu, Esther, l'ensemble du document qui va être dévoilé demain. Et je peux vous dire que c'est assez costaud, très ambitieux même, je vous dirais, parce qu'il y a des objectifs pour attirer davantage d'immigrants francophones de l'extérieur du Canada au Canada et que ces immigrants viennent non seulement gonfler les rangs des francophones au Québec, mais aussi en milieu minoritaire. Donc, on veut garnir le poids démographique des francophones en milieu minoritaire et ça, c'est important. Et l'autre élément, on veut en chasser dans la loi sur les langues officielles le programme de contestation judiciaire pour éviter qu'avec un changement de gouvernement, il soit aboli comme c'était le cas sous les conservateurs. Et on veut préciser que le mandat de Radio-Canada est de promouvoir et aider la cause et la culture francophone, non seulement au Québec, mais à travers le pays. Donc, c'est assez costaud, ambitieux. Ça peut paraître électoraliste, mais je pense que ça va avoir des conséquences importantes sur la survie, je dirais, du fait français au Canada et au Québec. C'est à suivre, évidemment. Maintenant, sur le projet de loi pour modifier le code criminel afin d'être plus clément face à la possession de drogue, ça a été annoncé aujourd'hui, ce jeudi. Conrad, vous avez justement écrit une chronique à ce sujet dans Le Devoir cette semaine. C'est un changement de cap quand même pour le gouvernement. Est-ce qu'il faut voir ça d'un bon œil? C'est un pas dans la bonne direction par rapport à ce que les experts demandent depuis très longtemps, que la judiciarisation de la possession simple sert à rien et cause des problèmes. Et on a vu que le gouvernement de la Colombie-Britannique est devenu le premier gouvernement provincial à faire une demande précise pour que le fédéral aille dans cette direction, et sinon de lui octroyer le droit d'avoir une exemption à la loi pour le faire lui-même en Colombie-Britannique. Donc, mais pour ce qui est, le projet de loi tel que déposé par M. Lametti ne va pas aussi loin que la décriminalisation, et que pour ce qui est des peines minimales, c'est un peu, on voit la chose politique du projet de loi dans le sens que c'est les conservateurs qui ont été les supporters des peines minimales, mais les peines minimales ont déjà été déclarées inconstitutionnelles.
Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais ça va pas satisfaire tout le monde. Oui, parce que Altia, c'est un changement de cap quand même par rapport aux conservateurs. Est-ce que C-22, ce projet de loi-là, va avoir l'appui d'une majorité de Canadiens? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Probablement que oui, je dirais, parce que c'est vraiment... je pense que les libéraux, même certains conservateurs, plusieurs conservateurs, je dirais, sont passés à une progression dans leur propre esprit, dans leur éducation. Là, je pense que la crise sur des opioïdes, ça a vraiment fait changer la donne pour plusieurs. Mais j'ajouterais quelque chose. Sur les peines minimales, le gouvernement les a pas toutes enlevées. Ils ont seulement enlevé pour les communautés qui disaient qu'ils avaient été, comme les communautés raciales, autochtones, qui avaient été affectées plus que d'autres communautés. Alors, c'est pas une décision idéologique comme telle. C'est pas une décision que les libéraux disent soudainement, on n'en veut pas, on croit pas du tout à ça, on croit pas que ça réduit les taux de récidive, on croit pas que on devrait barrer la pensée des juges, puis qu'on laisse maintenant les juges juger. Il semblerait que c'est vraiment c'est pas aussi idéologique qu'on aurait peut-être pu penser qui serait allé. En tout cas. Joëlle Denis, parce que Ottawa veut s'attaquer au racisme systémique, est-ce que les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui sont suffisantes? Mais ça reste à voir, mais ça fait partie d'un problème que l'on voit, c'est que souvent, ce sont les personnes racialisées qui se retrouvent à être punies par les mesures sévères touchant les drogues, par exemple. Et donc, on retrouve de plus en plus, par exemple, des Autochtones, des gens de différentes races qui se retrouvent dans les pénitenciers pour avoir été en possession d'une petite quantité de drogue. Mais je trouve que le débat est quand même assez intéressant parce que les libéraux tentent ainsi de démontrer qu'ils sont véritablement un parti progressiste. Et tout ça, je pense, c'est avec une pensée électorale à l'esprit, parce qu'on veut définir le Parti libéral comme étant celui qui est plus près des préoccupations des gens, plus progressiste. Il y a eu là aussi cette semaine le dépôt du projet de loi sur les armes à feu, par exemple. Donc, on veut vraiment se démarquer du Parti conservateur, que l'on voit évidemment comme le principal adversaire à notre prochaine campagne électorale, et garder les appuis qu'on a obtenus dans le passé des gens qui ont appuyé le NPD. Donc, ça fait partie, je pense, d'un préparatif électoral soigneusement élaboré de la part des stratèges libéraux, et on le voit avec les projets de loi qui sont déposés par les temps qui courent. Oui, bon, parlons-en justement du projet de loi pour resserrer le contrôle des armes à feu. Certains ont eu l'impression que le gouvernement avait accouché d'une souris, je dirais, cette semaine, avec un programme de rachat volontaire des armes d'assaut. Donc, non pas obligatoire, mais volontaire, comme disait Conrad. Est-ce que ce projet de loi vous semble assez musclé? Bien, c'est justement parce que Joëlle Denis parlait du désir des libéraux de se présenter comme un gouvernement progressiste, mais là, on voit il y a beaucoup de poudre aux yeux dans ce projet de loi sur les armes à feu et que d'abord, ils ont renié la promesse de faire un rachat des armes obligatoire. Et comme le projet de loi ne prévoit pas un montant, le problème, ça va être comme on l'a vu dans d'autres pays avec des rachats volontaires, c'est que si le gouvernement n'offre pas assez d'argent aux propriétaires des armes à feu, que ça rapporte rien, qu'il y a peu d'armes qui sont en fait retirées de la circulation. Les armes vont rester. Donc, on voit encore, même avec le projet de loi sur la semi-décriminalisation de la possession simple, on voit que les libéraux veulent qu'on ait la perception d'un gouvernement progressiste, mais il ne va pas aussi loin qu'un gouvernement progressiste irait. Oui. Bien, Altia, justement, le groupe Poly se souvient qui milite contre le port des armes à feu a accusé le gouvernement Trudeau cette semaine de trahison. Est-ce que c'est une accusation qui vous semble justifiée? Envers les libéraux, oui, je dirais, parce que ça fait à peu près 3 décennies qu'ils nous font des promesses de ce sujet ici. Puis, le projet de loi qu'ils ont déposé cette semaine semble plaire à personne. Puis, pour les 2 autres projets de loi qu'on a discutés, c'est des projets de loi où on voit vraiment une direction en termes de politique, puis aussi de politique partisane. Celui-ci, il semble pas faire de sens du tout. Alors, d'un côté, le rachat, qui va pas fonctionner, qui est une promesse brisée, comme l'a mentionné Conrad.
L'autre côté, c'est tous les trous. Là, on dit qu'on va donner aux municipalités le droit de bannir les armes à poing, mais Québec dit à l'unanimité, donnez-nous les pouvoirs pour qu'on puisse s'assurer que partout au Québec, on a la même politique. La Saskatchewan dit, on veut pas du tout que les municipalités ont le droit de faire ça. On leur interdit de faire quoi que ce soit. Bon, ça enlève toute l'idée que les libéraux avaient en premier lieu. Puis ils semblent avoir oublié qu'ils sont un gouvernement minoritaire. Qui va les appuyer? Les conservateurs ne vont pas les appuyer. Alors, le Bloc ou le NPD, mais c'est pas un projet de loi qui va plaire au Bloc du tout. Alors, est-ce que Jeremy Singh va décider tout d'un coup qu'il va écouter aux gens comme Charlie Angus et qu'il va supporter ce projet de loi-là? Probablement pas. Ça veut dire qu'il y a des fortes chances que ce projet de loi-là, il est modifié. Puis, tu sais, le point gagnant que les libéraux auraient pu avoir, ils l'ont pas du tout. Joël Denis? Moi, je vous dirais, ce projet de loi-là traduit le dilemme auquel est confronté les gouvernements depuis 30 ans, c'est-à-dire tenter de réconcilier deux visions différentes, celle venant du milieu rural où posséder une arme est fait partie d'un mode de vie, et en milieu urbain où avoir une arme est un peu un non-sens. Donc, on tente depuis les années 90 de réconcilier ces deux visions diamétralement opposées. On n'y est pas encore arrivé et visiblement, le gouvernement n'est pas arrivé avec le projet de loi qui est déposé cette semaine. Bon, il nous reste à peu près 1 minute. Je veux vous entendre sur l'augmentation de la cadence dans la livraison des vaccins. Ça s'en vient, les vaccins. Conrad, l'impact sur l'ajout de politique à Ottawa. Jusqu'à quel point le gouvernement Trudeau a besoin que les vaccins arrivent au plus vite au pays? Énormément. Et que, non, on sent la frustration de la population de plus en plus. La semaine dernière, où la cadence des vaccinations a été vraiment au plus bas, il y a eu des jours, il y a eu 95 vaccinations au Québec. Mais le problème que le gouvernement va avoir, qu'à moins que, si le vaccin d'AstraZeneca n'est pas approuvé très bientôt, que même si on reçoit les 6 millions de doses de Pfizer et de Moderna d'ici la fin mars, on va avoir un retard quand même par rapport aux États-Unis et à la Grande-Bretagne qui va rester substantiel. Et moi, j'ai des amis à Washington qui sont déjà vaccinés. Mm-hmm. Alors, et ils travaillent dans les écoles et tout ça. Mais là, je pense que cette comparaison va faire en sorte que les libéraux vont avoir beaucoup de difficultés. Althia? Oui, je suis d'accord sur le point de vue de comparaison. Le président Biden qui dit que tous les Américains peuvent être vaccinés à la fin du mois de juillet, puis nous autres, c'est au mois de septembre. C'est certain qu'il va y avoir une certaine frustration. Mais le premier ministre semble vraiment convaincu que les 6 millions de doses vont arriver avant la fin du mois de mars, et puis que tous les Canadiens qui veulent les vacciner vont pouvoir l'être avant la fin du mois de septembre. Personnellement, ça m'inquiète pas, mais je comprends les frustrations des gens, surtout les plus aînés, là, qui se sentent très vulnérables. Si ça a un impact sur l'élection qu'on pensait avoir lieu au printemps, je pense que c'est pas mal clair que c'est peut-être pas nécessairement les vaccins, mais c'est peut-être plutôt la troisième vague et les variantes qui vont vraiment donner pause aux libéraux qui voulaient aller en élection. Joël Denis, justement, le mot de la fin là-dessus, sur la possibilité encore qu'il y ait des élections anticipées ce printemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous rappellerai que le printemps dure jusqu'au 20 juin, donc ça demeure dans le domaine du possible. Mais tout dépend évidemment du succès de la campagne de vaccination. Mais à cet égard, je suis assez optimiste que M. Trudeau va respecter les cibles qu'il a fixées et qu'il a répétées à maintes reprises au cours des dernières semaines. OK, donc, mais vous pensez toujours que c'est possible des élections ce printemps? Oui, ça demeure dans le domaine du possible. Et puis, tout le monde se prépare en fonction de ça. Et les stratèges libéraux croient que c'est la meilleure fenêtre, c'est ce printemps, ne pas attendre que l'économie se détériore davantage. Joël Denis, Althia et Conrad, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci, bonne semaine. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 18 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous.